David Kimmelfeld, la parole est à la métropole maintenant, vous en êtes le président. Pourquoi avez-vous voulu cette soirée? Qu'en attendez-vous? Je ne vais pas faire de salutation protocolaire, remercier Stéphane Gomez de son accueil ici à Grand-Blas. Et je trouve que c'était une très bonne idée d'abord d'être ici à Grand-Blas, parce que c'est une commune qui œuvre beaucoup, et Stéphane l'a dit ici avec sa mère Hélène Geoffroy sur les sujets d'insertion, sur les sujets d'économie sociale et solidaire, et sur une politique extrêmement dynamique en direction des plus jeunes. D'abord, moi je suis très heureux d'être ici, c'est la première fois que je suis sur la piste du cirque, d'un cirque. Et donc ça fait une drôle d'impression, je ne sais pas quel est le fauve qui va jaillir derrière nous, le clown, le trapèze, etc. Et donc c'est déjà en soi une belle expérience. Mais je voudrais aussi peut-être saluer quelques élus qui sont là, et à travers eux saluer l'ensemble des élus qui sont présents. Ils sont nombreux, donc je ne vais pas en faire la liste, mais je vais saluer Gilles Pillon et Valérie Glattard qui œuvrent avec nous à la métropole autour de ces questions d'insertion, d'emploi, de développement économique, et saluer Anne-Sophie Combine qui est depuis pas longtemps, c'est-à-dire cette semaine, la première vice-présidente de la maison métropolitaine de l'insertion pour l'emploi. Je voudrais ici d'abord avant tout remercier, et à travers lui remercier l'ensemble des entreprises qui sont présentes ici, remercier Jean-Michel Holin qui nous fait l'honneur d'être ici, et je pense qu'il mérite quelques applaudissements. C'est pas lui directement, mais c'est l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais, et je pense qu'on pourrait leur adresser par son intermédiaire parce qu'elles ont réalisé un exploit, et nous en parlions avec Jean-Michel, elles le font toujours avec beaucoup d'humilité, et ça fait sans doute le lien, l'humilité, avec ces sujets d'insertion et d'emploi. Parce que quand on aborde ces sujets-là, on ne peut les aborder qu'avec beaucoup d'humilité. Celles et ceux qui prétendent avoir la recette magique pour régler ces problèmes-là, je pense qu'ils, soit ce sont des doux rêveurs, soit ils n'existent pas. Et la mission que nous nous sommes donnée dans cette métropole, mais pas nous tout seuls, mais avec l'ensemble des acteurs, c'est d'essayer patiemment, doucement, bien ma foi, de trouver des solutions, de proposer un certain nombre de solutions pour celles et ceux qui sont quelquefois très éloignés de l'emploi, quelquefois proches de l'emploi. Et nous pensions qu'il y avait une chance extraordinaire dans cette métropole, et bien ma foi, c'est d'avoir dans le même temps, au 1er janvier 2015, à la création de cette métropole, une compétence sur le développement économique, c'est-à-dire un lien étroit avec les entreprises de notre territoire, et puis bien sûr cette compétence insertion, notamment avec le lien étroit avec les allocataires du RSA. Et on s'est dit que la meilleure façon de prouver qu'il fallait faire cette métropole, c'était peut-être d'abord et avant tout, et bien ma foi, de mettre en lien, de faire en sorte que le monde de l'entreprise, qui œuvrait déjà dans cette direction, et notamment, je pense en particulier à la Maison de l'Emploi à Lyon, et les acteurs de l'insertion puissent non pas simplement cohabiter, mais plus simplement, non pas croiser leurs compétences, mais mêler leurs compétences et faire en sorte que ces mondes-là se connaissent, et à travers cette connaissance puissent finalement élargir l'offre pour trouver des solutions pour celles et ceux qui sont aujourd'hui à la recherche d'un emploi sur l'ensemble de notre territoire, en particulier les allocataires du RSA, mais pas simplement les allocataires du RSA, celles et ceux qui aujourd'hui sont à la recherche d'emploi. Et puis, bien ma foi, nous avons réalisé un certain nombre de choses. Nous avons accompagné ce mouvement-là à travers quelque chose qui existait déjà, qui était la charte des 300 entreprises ou 350 entreprises. Et puis on s'est dit, comme la métropole elle est plus grande que la ville de Lyon, il ne faut pas qu'on fasse 350, il faut qu'on fasse 1000. Et donc c'est ce travail-là qui a été engagé. Aujourd'hui, c'est un peu plus, je crois, de 750 entreprises qui ont signé avec nous cette charte et qui sont engagées avec nous, à nos côtés, aux côtés des acteurs de l'insertion, pour produire un certain nombre de solutions. Et puis nous avons des acteurs de l'insertion que je veux remercier ici, parce qu'ils font un travail considérable, un travail remarquable, un travail extrêmement difficile au quotidien, un travail très personnalisé, parce que les grandes décisions ne sont pas suffisantes. C'est un accompagnement de tous les jours qu'il faut faire avec celles et ceux qui sont très éloignés de l'emploi. Et ces acteurs d'insertion ont accepté aussi, pour un certain nombre, et même à ma foi, de rencontrer ce monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, comme il y a 2 ans, c'est finalement ici faire un point des initiatives, faire un point de ce que nous avons déjà collectivement engagé, d'échanger sur de nouveaux projets et faire en sorte que, bien fois, dans les années qui viennent, à travers la maison métropolitaine pour l'insertion et l'emploi, nous puissions continuer à intensifier ce qui est absolument nécessaire pour notre territoire, parce que ce territoire, il est extrêmement attractif, il attire beaucoup d'entreprises, il est plutôt en bonne santé quand on se compare à d'autres, mais néanmoins, au cœur de ce territoire en très bonne santé, au cœur de ces territoires, il y a beaucoup d'entreprises,
au cœur de ce territoire très attractif, eh bien, il y a des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Et on sait que pour se reconstruire, pour construire sa vie, la première chose à faire, c'est d'avoir un emploi. Et c'est l'ambition modeste et avec beaucoup d'humilité qu'on essaie de mettre en place sur cette métropole. Monsieur le Président de la Métropole, on se retrouvera tout à l'heure parce que justement, pardon, je prends de votre temps de parole, Monsieur Vives, on se retrouvera tout à l'heure parce que, sans dévoiler quoi que ce soit, parce que je pense que vous avez tous lu le programme, on aura une petite conversation à 3 voix avec justement Jean-Michel Aulas à la fin de cette soirée. Clément Vives, à vous la parole pour un dernier discours d'introduction. Et je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône. Merci beaucoup, merci de me céder la parole. Difficile de parler à votre suite puisque tout presque a été dit. Mesdames et messieurs les élus, les acteurs, les décideurs, bien entendu, les acteurs de l'insertion, qu'ils soient institutionnels ou associatifs, mesdames et messieurs. Tous partenaires pour réussir l'insertion, c'est vraiment un mot d'ordre mobilisateur et je suis vraiment très heureux d'être ici parmi chacun d'entre vous. Je le rapproche de celui qui a été lancé l'an dernier par le président de la République à l'Élysée en juillet 2018, à savoir la France, une chance, les entreprises s'engagent. En juillet dernier, le président a accueilli à l'Élysée 100 entreprises qui se sont engagées dans la même démarche. À la suite de cet événement, on a demandé dans tous les départements de multiplier cette initiative et de la multiplier pour aller jusqu'à 10 000 entreprises en France qui s'engagent. Alors le calcul, il est fait assez rapidement, ça veut dire 100 entreprises par département. Alors je le rapproche des chiffres qui viennent d'être donnés par Monsieur le Président, à savoir avant même le début du lancement de cette initiative, il y avait 350 entreprises déjà engagées il y a quelques années ici, et il y en a aujourd'hui quasiment 750 dans cette dynamique. On est vraiment heureux et impressionné que dans ce territoire, il y ait une telle dynamique. Il y a une telle dynamique, mais il y a un vrai besoin. Vous le notez vous-même et vous le notez chacun d'entre vous dans votre activité quotidienne ou tout simplement en se déplaçant dans la métropole. Nous avons encore trop de personnes vulnérables, trop de personnes fragilisées et qui sont éloignées et très éloignées de l'emploi. Alors ce club, il est particulièrement intéressant, le club Entreprise Inclusion, et il est particulièrement intéressant parce qu'aujourd'hui, il permet la rencontre avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient institutionnels ou associatifs. Monsieur Aulas, vraiment c'est un très grand honneur de vous avoir pour lancer, montrer l'exemple, mais qui est aussi l'exemple qui est donné par un grand nombre d'entrepreneurs dans la métropole et plus largement dans notre département. Qu'il s'agisse de TPE, de PME ou de multinationales à tout niveau, en point de vue de l'inclusion, chacun doit avoir un levier pour permettre d'avancer dans ce domaine. Cette émulation territoriale, elle se fait autour d'objectifs qui sont bien entendu partagés par l'État, celui de faire revenir à l'emploi des personnes qui en sont éloignées pour diverses raisons, qu'elles soient jeunes, très jeunes, seniors, qu'elles soient en situation de handicap ou même réfugiées. C'est quelque chose, cet événement aujourd'hui, qui est particulièrement important et intéressant parce que cette charte, elle dépasse le ou les plans qui ont tous leur intérêt, que ce soit les plans qui soient liés à la pauvreté, que ce soit la politique de la ville, ou que ce soit effectivement celui sur lequel on travaille également, qui est celui de l'intégration des réfugiés. Tous ces enjeux-là, tous ces enjeux liés à l'économie sociale et solidaire, pour laquelle la métropole a récemment reçu le label French Impact, ils sont là pour aider à remettre ces gens-là vers l'emploi avec l'ensemble des acteurs ici présents sur des métiers qui parfois sont en tension et qui ont des besoins. Donc il y a des besoins à remplir, il y a des métiers de demain pour lesquels nous avons besoin de l'engagement de tous. Il faut créer ce lien, bien entendu, ce soir, la symbolique est très forte d'avoir tous les acteurs ici pour le créer et le renforcer. Sachez que bien entendu l'État l'accompagnera, qu'il s'agisse, et bien entendu vous le soulignez Monsieur Gomez, d'éducation, de formation qui sont bien sûr au cœur de ce besoin, et le service public de l'emploi, et notamment dans le cadre du plan d'investissement sur les compétences, y participera, l'État accompagnera. Merci à toutes et à tous de votre engagement quotidien. Je vous laisse regagner vos places tous les trois. Un grand merci pour ces introductions. Vous l'avez dit, Monsieur le Président de la Métropole, il y a une entité qui vient de voir le jour et qui œuvre depuis janvier 2019. Elle est donc toute neuve. Il s'agit de la MMIE. Alors la MMIE, c'est la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi.
Anne-Sophie Combine nous en parlera tout à l'heure, mais avant d'écouter Anne-Sophie Combine, je vous propose qu'on regarde en vidéo, en images, ce dont il s'agit plus exactement. Alors tout n'a peut-être pas encore été dit. Anne-Sophie Combine, je vais vous demander de venir me rejoindre. Vous êtes la vice-présidente, je le disais tout à l'heure, de cette nouvelle entité et je vous laisse la parole pour nous en dire un petit peu plus. Merci beaucoup. Je vais zapper, je crois aussi, les salutations, parce que vous avez tous été salués déjà à plusieurs reprises. Mais vous dire directement combien je suis particulièrement heureuse d'être présente ce soir pour cette manifestation, tous partenaires pour l'insertion. Vous l'aurez compris, la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, la MMIE, est une évolution de la Maison d'emploi de Lyon sur un périmètre plus large, avec des compétences différentes et une gouvernance renouvelée. J'ai toujours été convaincue en tant qu'élue lyonnaise qu'on ne pouvait pas travailler pour l'insertion sans travailler avec les entreprises, c'était notre ADN. La MMIE est un groupement qui réunit aux côtés de la métropole l'État et Pôle emploi, 18 communes, les chambres consulaires et les opérateurs publics de l'habitat. Elle est issue de la volonté de la métropole de regrouper les acteurs et de simplifier le lien entreprise, acteurs de l'insertion et de l'emploi. En effet, avant sa mise en place, nous avions sur le territoire une dizaine de structures qui exerçaient cette fonction. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Elle couvre tout le territoire de la métropole. Pour vous, chef d'entreprise, c'est la garantie d'avoir un interlocuteur clé dédié. C'est le fameux chargé de liaison entreprise-emploi. Fin avril, ils seront au nombre de 12, positionnés en proximité des entreprises. Ils ont notamment pour mission de mobiliser les entreprises à travers la fameuse charte des 1000 et de rendre opérationnel le lien entreprise-emploi-insertion. À ce titre, quelle que soit la taille de votre établissement et le secteur d'activité, nous devons travailler ensemble. 4 filières professionnelles seront privilégiées car elles sont stratégiques pour l'heure: les métiers du service à la personne, de l'industrie, de la transition énergétique et du numérique. Sur chaque territoire, il y aura également un coordinateur emploi-insertion qui, à partir d'un diagnostic local partagé avec la communauté des professionnels de l'insertion, il fera remonter propositions d'action à mettre en place localement. On sait que notre territoire métropolitain est vaste et a des réalités territoriales différentes qu'il faut pouvoir traiter au niveau local. Enfin, la clause sociale est un enjeu majeur, car elle est un levier important d'activité. Et je salue le travail entrepris avec les entreprises et les branches professionnelles pour faire en sorte que la clause sociale soit encore plus pertinente et accessible. Là aussi, la Maison métropolitaine a vocation à regrouper désormais l'ensemble des facilitateurs au sein d'une même équipe de professionnels à votre service.
Depuis mardi, la nouvelle gouvernance est en place. La Maison métropolitaine pour l'insertion et l'emploi est présidée officiellement par David Kimmelfeld, épaulé par 8 présidents, 8 vice-présidents. J'en assure la première vice-présidente opérationnelle, les 7 autres vice-présidents étant représentatifs de la diversité de nos territoires et des métiers aussi qui vont composer cette maison de l'emploi. Je tiens ici à saluer leur engagement. Monsieur le préfet, bien sûr, et à travers vous, monsieur Vives, mais aussi Fouzia Bouzerda, Laurence Ballas, Agnès Touvenot, Hélène Geoffroy, Valérie Glattard et Gilles Pillon. Je salue également le directeur de la Maison métropolitaine pour l'insertion par l'emploi, Vincent Belay, et toute son équipe présente ce soir, que je remercie pour leur implication. Je me rends compte, je mesure combien que ça va de ce petit film à l'accueil, à l'organisation de la soirée, combien les équipes de la métropole et de la Maison de l'emploi ont été mobilisées sur cet événement. Vous l'aurez compris, la Maison d'emploi est un groupement à votre service. Proximité d'intervention et opérationnalité doivent être ces deux maîtres mots. Je vous remercie. Je vais faire quelque chose qui va prendre 2 secondes, mais on m'a dit que c'était pas très joli dans les photos. Voilà, alors maintenant nous allons pouvoir passer à la première séquence de cette soirée qui se déroulera en 3 séquences à peu près. Cette première séquence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'essayer de faire un point, une sorte de point d'étape de où en sont les acteurs de l'insertion et les entreprises, les acteurs de l'insertion de cet engagement qui a été voulu par la métropole il y a maintenant 2 ans, en tout cas mis en avant par la métropole il y a maintenant 2 ans. Et pour ce faire, on va commencer avec une petite vidéo de témoignage, une vidéo de 4 minutes qui va vous donner un petit peu des exemples de personnes qui expliquent la richesse des initiatives du territoire. À la suite, nous aurons une table ronde et on parlera aussi retour d'expérience et seront représentés les entreprises, des acteurs de l'insertion et puis bien évidemment la métropole. Mais d'abord une petite vidéo de témoignage. Je suis Mireille Advinin, je vais avoir 50 ans cette année et je suis moi aussi en reconversion. J'ai créé ma société il y a 1 an maintenant. C'est une société de garde d'enfants à domicile. Je suis en franchise pour Babichou Service. Donc Babichou Service, c'est 73 agences maintenant en France et on fait exclusivement de la garde d'enfants au domicile des parents, enfants de 0 à 12 ans. Accompagner ces personnes, les aider dans leur insertion. Ça a vraiment été quelque chose pour moi de très très important. Ces personnes sont motivées. Donc ça a été aussi une belle surprise pour moi, avec une crainte en effet de ne pas savoir exactement ce qui allait se passer. Donc j'ai vraiment trouvé des profils très motivés, personnes qui voulaient travailler, qui acceptaient les conditions, conditions qui pouvaient être tôt le matin, peut-être en cours de journée. Et ça c'est un réel plus, un réel plus. Je fais du babysitting ponctuel, je fais aussi de la garde périscolaire le matin, le mercredi et le soir. Ça m'a apporté le sourire des enfants surtout, d'avoir les enfants au quotidien, de les voir grandir, évoluer. Et voilà, c'est un sourire permanent pour moi, d'avoir les enfants. Au titre de sa délégation de service public de l'eau potable, Hauts-du-Grand-Lyon a des engagements en termes d'insertion professionnelle. Ces engagements progressent dans le temps. Tous nos partenaires sous-traitants sont aussi soumis à ces engagements. On peut constater que les publics concernés par l'insertion ont des profils très variés. Les emplois que nous avons réalisés, souvent sous la forme de contrats d'alternance, permettent d'accéder à des diplômes allant du CAP canalisateur jusqu'au master environnement, mais aussi en passant par des BTS gestion et maîtrise de l'eau. Cet engagement dans l'insertion professionnelle est important pour l'entreprise car elle permet de l'ancrer dans le tissu social lyonnais sur un sujet primordial, le sujet de l'emploi. Il existe plusieurs critères et plusieurs objectifs en matière d'insertion, que ce soit en termes de recrutement ou de partenariat avec des structures liées au monde de l'insertion. Nous recrutons des collaborateurs éligibles à la clause d'insertion, donc ça peut être des collaborateurs qui sont bénéficiaires d'une reconnaissance de travailleurs handicapés, qui sont bénéficiaires du RSA, qui sont inscrits à une mission locale ou bien encore qui sont chômeurs de longue durée. Donc on recrute de ce type de personnel dans le cadre de contrats d'alternance
contrat de pro ou contrat d'apprentissage. Mais au-delà de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, nous recrutons également sous contrat à durée déterminée de longue durée et sous contrat à durée indéterminée. Nous essayons également de développer une politique RSE, une dynamique RSE sur le territoire métropolitain. Nous avons notamment signé la charte des 1000 entreprises, ça c'était en 2016. Et puis nous essayons d'accompagner des structures qui déploient de l'insertion sur le territoire. Notamment, nous avons recours à une conciergerie, donc c'est une conciergerie classique, mais qui forme des collaborateurs en situation d'insertion. Ils sont dans une logique de me faire découvrir vraiment le métier de l'eau et tout ce qui l'entoure, justement parce que je viens pas de là et pour pouvoir me faire découvrir l'ensemble de leur métier et puis me dessiner au fur et à mesure mon futur métier. Ça a changé ma vie parce que à 18 ans, je m'aspirais pas du tout à être là-dedans et maintenant j'y suis entièrement, quoi. GEM, Groupement Emploi Innovation Métropole, est une structure d'insertion par l'activité économique qui est basée sur la métropole et qui comprend plusieurs entités. Nous avons un atelier chantier d'insertion, nous avons une association intermédiaire, nous avons également une ressourcerie qui comprend donc un atelier bois comme vous pouvez le voir ici. Nous avons également une entreprise d'insertion, un centre de formation et une association d'accompagnement de services à la personne à domicile. L'objectif de cet accompagnement, c'est de confirmer le projet professionnel de ces personnes, notamment dans les 5 filières métiers du groupe, et c'est ensuite bien entendu de les emmener à l'emploi durable. Alors on va entamer une première table ronde, toujours du retour d'expérience. On va voir les entreprises, les représentants d'entreprises, représentants de structures d'insertion. On va parler ensemble de retour d'expérience et je vais demander aux 4 personnes qui vont participer à cette table ronde de venir me rejoindre. Valérie Glacard, Maria Coulon-Lamier, Stéphane Charles et José Félix. Je vous en prie, venez me rejoindre, tous les 4. Il y a normalement 4 micros qui devraient fonctionner. Vous pouvez vous mettre autour des manches debout, là, voilà, on est tous debout, ça se passe comme ça. Avant de donner la parole aux structures qui sont représentées, aux structures qui œuvrent pour l'insertion et pour le rapprochement entreprise-insertion, parce que c'est vraiment ça notre sujet et ça la volonté de la métropole, je vais donner la parole à Valérie Glacard. Bien sûr, vous êtes conseillère métropolitaine en charge des politiques d'insertion sur le territoire. On va d'abord poser le cadre avec vous et essayer de comprendre quelle a été la stratégie globale depuis 2015, ce qui nous permettra ensuite d'écouter les témoignages des personnes qui sont à côté de vous pour comprendre si ce sont des leviers et des leviers qui ont conduit vers plus et des béquilles qui ont pu servir. Valérie Glacard, quels sont donc les éléments de stratégie globale pour faire évoluer ces dispositifs? Bien, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Vous venez de parler de béquilles. Alors moi, je voudrais vous dire que l'insertion, du point de vue de la métropole, en fait, c'est marcher sur ses 2 jambes. Donc on va essayer de ne pas utiliser de béquilles, au contraire. Je voudrais simplement reprendre le départ et la chance pour la métropole de Lyon d'avoir pu réunir ses compétences économiques et sociales justement sur ces 2 jambes. C'est une chance qui a donné lieu à une concertation très volontariste avec tous les acteurs de l'économie et les acteurs de l'insertion. Cette confrontation, elle nous a montré, même si on subodorait et on le vivait d'ailleurs déjà, elle nous a montré qu'en fait, je vais être assez provocatrice, mais je pense que c'est vraiment la vérité, il y a un gouffre énorme entre l'économie et l'insertion. Et chacun tourne dans sa sphère sans trop regarder l'autre, ce qui est quand même paradoxal quand on essaye d'amener un public vers l'emploi. Cette concertation a donné lieu à ce que nous appelons encore un acronyme, le PMIE, le Plan Métropolitain d'Insertion pour l'économie, par l'économie, et qui est donc une feuille de route qu'elle s'est donnée pour un changement radical vis-à-vis des visions que ces 2 mondes ont l'un de l'autre, et puis surtout des manières de faire. Alors je vais partir de l'économie, donc une de nos 2 jambes.
avec des actions volontaristes. Donc beaucoup de choses ont été citées, je vais quand même les reprendre mais assez rapidement. Si je parle de la charte des 1000, je ne vais pas vous donner les chiffres, vous les avez écoutés et vous les avez même lus. Moi je voudrais dire que ce sont des entreprises qui s'engagent, et pas uniquement pour employer, mais aussi pour se montrer, pour s'expliquer, pour s'exprimer, pour se faire connaître. Et donc ça, c'est très important. Donc des visites du public en insertion, mais des visites aussi des référents et des professionnels de l'insertion qui, petit à petit, apprennent les métiers d'aujourd'hui et quelles sont effectivement les filières en tension. Je ne vais pas donner tous les exemples, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Parler aussi des personnes qui vont faire le lien entre ces entreprises et les structures d'insertion sur les territoires, nos fameux postes clés, encore un acronyme, chargé de liaison entreprise-emploi. On est très fort dans la métropole pour ces acronymes. Et donc ces chargés de liaison, ils font un travail de fourmi et qui fait le rapprochement entre les publics et les entreprises. On a parlé aussi des marchés réservés, des clauses d'insertion, je ne vais pas revenir dessus, donc tous les équivalents temps plein qui sont montés en puissance depuis 2-3 ans. Des liens aussi entre les entreprises ordinaires et les structures par l'activité économique et qui ont donné lieu entre 2017 et 2018 à plus de 1000 rendez-vous entre les professionnels, le public et ces entreprises. Ce sont encore des actions en faveur des filières qui ont été citées tout à l'heure à la fois par Anne-Sophie et qu'on a vu aussi à l'écran. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais insister peut-être sur celle du numérique. L'inclusion numérique est tellement importante aussi pour nos publics. Et puis l'industrie, et ça fait quand même rêver pour une métropole qui a un tissu industriel le deuxième en France. Et donc, s'appuyer sur cette filière-là est très importante. Sensibiliser, préparer et former à la fois le public que l'on essaye d'accompagner et les entreprises. Donc, sur ces nouvelles visions, ces nouvelles manières de faire. En ce qui concerne l'insertion, on a démarré il y a déjà 2-3 ans un très grand chantier de rénovation du dispositif d'accompagnement. En ce qui concerne le public, maintenant, on lui propose des itinéraires qui sont ciblés, des itinéraires d'accompagnement, soit par l'activité, et donc c'est à peu près 25% des foyers qui sont suivis dans le social, soit directement vers l'emploi, proche de l'emploi en tout cas, et ça c'est l'accompagnement des structures, qui vont suivre à peu près 35% des foyers en recherche d'emploi. Et enfin, Pôle emploi, bien entendu, qui va s'occuper à peu près de 40% de ces publics avec son accompagnement professionnel. Des actions fortes également des professionnels vers les structures. Remettre et mettre l'emploi au cœur des parcours et au cœur de chaque structure, en ayant une grande simplification. La MEMIE, je regarde Anne-Sophie, en est un exemple de grande simplification par rapport à tous les dispositifs que nous avions auparavant, et j'espère très rapidement beaucoup plus de lisibilité. La formation aussi, formation vers le marché du travail, formation des entreprises et sur nos différentes pratiques. Et donc on peut... Je vous laisse terminer rapidement pour qu'on ait le temps de donner la parole aux 3 autres intervenants derrière. Très bien. Je terminerai juste sur la dynamique de l'innovation avec tous les appels à projets, notamment ceux en direction du public en grande souffrance psychique, d'autres sur la mise à l'emploi dès le début du parcours, et puis ceux vers les actions, les accompagnements vers les filières en tension ou les approches globales et pluridisciplinaires. Je ne vais pas vous prendre plus de temps sur vos temps de parole, et je terminerai simplement, et je voudrais les remercier tout spécialement parce que ce soir ici sont présents des personnes qui sont accompagnées et qui ont accepté de former un groupe de parole et qui nous aident énormément en fait sur la perception qu'elles ont des accompagnements qui sont faits et de la communication qu'on peut avoir envers elles. Donc un très grand merci pour leur témoignage, et je crois qu'elles seront sur un collectif. Merci beaucoup Valérie Glattard, parce que c'est vrai d'avoir le retour d'expérience, c'est important.
Alors justement, vous venez de donner un bon nombre d'éléments qui peuvent nous poser la question de savoir s'il y a un intérêt d'être soutenu par la métropole. Je pense que la réponse est oui, mais on va voir avec vous, Maria Collomb-Lamier, dans quelle mesure. Alors je vous présente un petit peu rapidement, pardon, tout va être très rapide ce soir, parce que finalement, à cette table ronde, on a peu de temps. Et il faut que vous quatre, vous puissiez parler. Vous dirigez un groupement d'entreprise qui s'appelle UBIC, c'est un groupement d'entreprise qui œuvre dans le secteur du bâtiment, en tout 200 collaborateurs, et votre vocation, et vous avez reçu pas mal de prix autour de ça, c'est de fédérer autour de l'innovation sociale, mais surtout vous présidez une structure qui s'appelle 10 pour 10, qui est soutenue par la métropole, et qui fait de l'insertion par le biais du sport. Alors vous allez me dire que c'est très banal, mais non, parce que vous, ce que vous faites, c'est que vous repérez des personnes en insertion professionnelle dans les clubs, et vous faites un pari assez génial, qui est de dire, à partir du moment où ce sont des sportifs, où ils participent à une association sportive, eh bien, ils ont un esprit d'équipe, le goût de l'effort, le sens du respect, de la persévérance, des règles, enfin bref, tout ce dont un patron a besoin pour embaucher. Maintenant qu'on a dit ce que faisait, je cavale un petit peu 10 pour 10, ma première question est de savoir si, dans le soutien qu'a été la présence de la métropole depuis 2 ans, quel était l'intérêt ? En effet, donc cette initiative est une initiative, vous l'avez compris, qui est portée par des chefs d'entreprise. Nous avions envie de nous engager, donc 10 chefs d'entreprise installés sur le territoire et engagés en matière de diversité et d'économie circulaire. Nous avions envie de faire notre part, en effet, en matière d'équité, en partant du double constat sur un territoire comme Vaux-en-Velin, où on a en effet dans les quartiers des difficultés pour un taux de chômage très élevé, tout à l'heure M. Gomez l'a dit, jusqu'à 40%, et paradoxalement des entreprises qui peinent et qui peinent à recruter. Donc l'objectif en effet, c'était pour l'objectif de l'association 10 pour 10, c'était de convaincre les entreprises de porter un autre regard sur ces personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc le fait de trouver un autre prisme, notamment donc, le prisme du comportement, du savoir-être. Aujourd'hui, ces valeurs sont peut-être plus importantes. On sait qu'aujourd'hui, on peut former dans l'entreprise techniquement, ça l'entreprise sait le faire, mais ce que nous ne savons pas faire, c'est de repérer les talents et repérer donc ces codes du savoir-être. Donc l'objectif, en effet, 10 pour 10, était de recruter autrement et de porter un autre regard que les diplômes ou l'expérience professionnelle. Et sur le soutien de la métropole, vous vouliez me dire un petit mot ? Alors oui, donc quand on porte un projet comme celui-ci, il faut savoir que nous avons mis 2 ans, nous sommes arrivés à 70 embauches, ce qui est en effet énorme. Moi, j'ai mis des années, 20 ans pour arriver à autant d'embauches. Il faut savoir que la métropole, qui soutient maintenant notre action depuis 2019, donne du crédit, de la visibilité et permet à ce que cette action soit partagée. Quand on a une action qui fonctionne, il faut la partager aux autres et la décloisonner. Et l'action de la métropole, tout à l'heure Anne-Sophie Combine a parlé des chargés de liaison. Donc moi j'ai eu l'occasion et la chance de travailler avec des personnes comme Nora Chouat qui sont dynamiques et qui savent parler aux entreprises. Et nous avons besoin de ce type d'interlocuteur entreprise. Merci beaucoup. Stéphane Charles, vous dirigez-vous ? Merci beaucoup. Et puis je vais faire un petit commentaire quand vous dites qu'il faut véritablement regarder le savoir-être. Vous allez voir, vous n'êtes pas la seule à le dire et ce soir on va l'entendre beaucoup, donc vous n'êtes pas seul. Stéphane Charles, vous dirigez-vous une structure qui s'appelle Univers l'Emploi, qui est un groupe de l'ESS spécialisé dans l'insertion sociale et professionnelle. Et depuis 2015, vous faites partie des structures d'insertion qui se sont saisies de l'ambition métropolitaine de rapprocher les structures d'insertion et emploi. Qu'est-ce qui a changé dans vos méthodes d'accompagnement vers l'emploi ? Quel est votre constat à vous ? Déjà, juste dire que le chômage de longue durée, c'est un défi énorme et qu'on a besoin que tous les acteurs soient impliqués, donc les décideurs comme la métropole, en mettant en place des politiques qui facilitent, qui mettent un contexte favorable, et puis la rencontre entre les entreprises et les acteurs d'insertion, ça a beaucoup été dit. Donc ce qu'on peut constater sur le rapport entreprise-acteur d'insertion, effectivement on parle de 2 mondes. Monsieur le Président aussi a évoqué la question de l'enjeu de se mêler. Je pense que on progresse quand même si c'est du chemin. C'est-à-dire que les acteurs d'insertion avaient un pas à faire
vis-à-vis de l'entreprise, parce que l'emploi il est majoritairement dans les entreprises, donc on se doit de travailler ensemble. Et les entreprises aussi, petit à petit, viennent vers les acteurs d'insertion. Qui plus est, pardon, je vous coupe, mais vous me parliez des entreprises, des grandes entreprises. Oui. C'est quelque chose de nouveau, ça, je crois. Oui, ça c'est quelque chose qu'on constate depuis peu. Des grandes entreprises qui viennent nous voir en nous disant on aimerait faire de l'insertion autrement, entre guillemets. C'est-à-dire d'essayer de trouver de nouvelles formes de coopération. Sans doute parce qu'il y a des incitations, et puis il y a aussi des politiques RSE dans les entreprises. Donc j'ai deux exemples. Le premier, c'est l'entreprise Enedis, réseau électrique, avec laquelle on a monté, ça a été dit dans les ateliers, on a monté un service de contrôle de chantier urbain. Donc c'est un agent en parcours d'insertion qui réalise des contrôles en vélo électrique avec une application smartphone. Et puis le deuxième exemple de coopération, c'est l'entreprise Cita Suez, où là on a travaillé en co-traitance sur un domaine d'activité dans la collecte des ordures ménagères. Et ça, c'était assez nouveau pour nous de travailler de cette façon-là. Et évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir développer de nouveaux parcours, développer de nouvelles compétences pour les personnes qu'on accompagne, et cerise sur le gâteau, pouvoir intégrer ces personnes dans les entreprises avec qui on coopère, pouvoir répondre aux besoins en ressources humaines. Si tant est qu'il y a du temps, c'est ce que vous aviez l'air de dire aussi, et c'est ce que dit José Félix aussi, donc je vais trouver une transition, elle est toute trouvée. Je vais vous présenter, avant de vous poser une question importante et de vous faire dire ce que vous m'avez dit et qui me semble extrêmement intéressant quand on a préparé cette table ronde. Vous présidez, alors vous êtes DRH de la société Aldes, déjà, qui est sur le territoire de Vénissieux, et vous présidez une CLI. On disait tout à l'heure qu'il y a pas mal d'acronymes. Alors une CLI, c'est une commission locale d'insertion, la commission locale d'insertion 9, c'est important de le dire. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'institution qui réalise l'animation de la politique locale. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage d'informations, et sur le territoire de Vénissieux, Saint-Fond, Corba, Fézin, Nyons et Solèze, la CLI 9 opère. Alors vous, depuis que vous présidez cette commission locale d'insertion, il y a un constat important que vous faites depuis 3 ans. Quel est-il? Je parle avec des élèves. C'est un peu stressant quand même, je ne sais pas comment faire en signifier, mais j'ai un peu mal. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on s'est rendu compte, je suis aussi dans une situation. D'accord, on s'est rendu compte que finalement toutes les politiques sont menées sur le bénéficiaire. Enfin, c'est mon point de vue encore une fois. On s'est dit finalement, moi quand j'ai pris la présence de la CLI, j'ai trouvé des gens extraordinaires, des moyens énormes, un accompagnement au quotidien, jour après jour, pour amener les plus éloignés de l'emploi vers l'emploi. Mais il y a un pas à travailler qui est l'autre côté. Quel travail faire avec l'entreprise pour qu'elle prenne quelqu'un? Et finalement, tout le travail qu'on a fait avec les partenaires depuis quasiment 2 ans, j'en ai fait ainsi, c'est finalement ça. Comment travailler, comment amener l'entreprise à l'insertion. Et en fait, l'entreprise ne fait pas d'insertion. L'entreprise, fondamentalement, n'est pas là pour faire l'insertion, elle est là pour faire un business model, pour faire du chiffre d'affaires, du résultat. Mais pour ça, elle a besoin de compétences. Et finalement, et avec le temps, et en discutant avec mon voisin tout à l'heure, je me suis dit, oui, finalement, il y a des métiers en tension, mais il y a aussi des entreprises en tension. Une entreprise en tension, c'est quoi? C'est une entreprise qui n'a pas trouvé la personne qu'elle a besoin depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc du temps. Donc du temps. Ce qui est certain, c'est que si cette entreprise en tension n'a pas trouvé depuis 2 ans, si elle continue à faire comme d'habitude, il y a de fortes chances pour que dans 2 ans, elle n'ait pas plus de résultats. Tout le travail qu'on a mené sur la CLI, c'est comment amener l'entreprise à agir différemment. Donc on va avoir les entreprises en tension, on va essayer de détecter les besoins d'emploi qu'elles n'ont toujours pas satisfaits parce que le marché ne va pas non plus. On lui demande de s'engager. On lui demande de s'engager sur un contrat à durée indéterminée. Et on lui demande 2 choses. L'exclusivité et du temps. Parce que si en 2 ans on ne l'a pas trouvé, l'insertion ne fera pas mieux en 2 mois. En revanche, nous sommes convaincus que par l'insertion, dans tous les gens en insertion, on peut répondre à tous les besoins de compétences. Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si l'entreprise est patiente, les choses se font peut-être de façon plus durable. Il y a aussi un champ. La patience ne suffira pas, il faut aussi qu'elle s'engage. Qu'elle s'engage dans le temps. C'est très facile de dire à la métropole, il manque des tireurs de câbles, il manque des gens du numérique, il manque du... Oui, mais qu'est-ce que vous faites en tant qu'entreprise quand finalement je mets en place la formation, quand je mets les moyens, finalement les gens ils sont là et ils ne sont pas embauchés.
Faisons l'inverse. Vous voulez que je vous aide? Engagez-vous. Mais engagez-vous sur un contrat durable, définitif. Et moi, derrière, en tant que prix neuf, je vais m'engager à mettre les moyens pour vous amener la personne au moment où on s'est engagé de vous l'amener. L'insertion est donc un moyen et non pas une finalité? Pour nous, l'insertion est un moyen, pas une finalité. Un moyen de répondre à un besoin de compétences qui est là pour les entreprises qui sont en tension, parce qu'effectivement, sans les cerveaux, sans les gens, sans les personnes, le business se fera. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci de vos témoignages. Merci de votre témoignages. Je vous laisse regagner vos places. Et on va maintenant entamer la deuxième séquence de cette soirée. La deuxième séquence qui va nous permettre, enfin dans laquelle plutôt on va essayer de réfléchir à des pistes concrètes d'évolution pour savoir comment on pourrait consolider le changement. Alors on a beaucoup utilisé, quand on a préparé tout ça, le mot d'innovation. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'innovation. Moi j'ai envie de dire quelles sont les nouvelles pratiques, quels sont les bons leviers, qu'est-ce qui se fait en tout cas et que l'on va entendre tout à l'heure pour encore une fois favoriser et renforcer. Avant la deuxième table ronde, une deuxième vidéo de témoignage sur des initiatives innovantes pour le coup, pour accompagner les publics en insertion. Le GEPI, c'est un groupe d'échange des personnes en insertion qui a vocation en fait de réunir des personnes qui sont en insertion pour pouvoir leur demander leur avis sur tout ce qu'on leur propose, donc les outils, les actions du PMIE. Les personnes qui participent au groupe sont des personnes qui viennent vraiment d'horizons très diversifiés, à la fois au niveau géographique, à la fois selon leur expérience professionnelle, qui ont des projets professionnels différents. Il y a des hommes, des femmes et des âges qui vont entre 30 et 55 ans. L'insertion, c'est pas vraiment ce qu'on croit, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en insertion qu'on n'est pas capable de donner son avis, qu'on n'est pas capable de savoir ce qui pourrait nous être utile, de comment est-ce qu'on pourrait accéder à l'emploi, accéder à une activité. Dans le cadre du GEPI, j'aimerais apporter mon expérience qui pourra aider sans doute les personnes qui nous aident pour pouvoir améliorer la prise en charge dès le début en fait lorsqu'on se présente et nous aider plus facilement avec peut-être des meilleurs outils pour nous faire avancer et nous aider à retrouver, puisque la finalité c'est de retrouver un emploi. D'abord on se rend compte que chaque histoire est complètement différente et c'est aussi pour ça qu'à mon avis c'est aussi compliqué, parce qu'il n'y a pas une réponse, il y a des réponses, il y a une réponse pour chaque personne, d'où la complexité. ENGIE est un groupe énergéticien international, leader de la transformation énergétique, très présent sur Auvergne-Rhône-Alpes avec 9000 salariés et dont 4000 sur la région lyonnaise. La problématique d'ENGIE, c'est de pourvoir ces emplois pour répondre au business et notamment des emplois techniques. Et donc, une des pistes de pourvoi de ces emplois est l'insertion, mais également l'alternance. La suite pour 2019, c'est vraiment de mettre l'accent sur la population en insertion, en réinsertion, les jeunes et moins jeunes, pouvoir entrer dans un dispositif d'alternance, puisque ENGIE s'est donné pour objectif de passer de 5% à 10% d'alternance d'ici 2 ans. Ce projet, c'est une totale expérimentation en fait sur le bassin lyonnais, donc avec 12 personnes qui sont rentrées en formation, avec donc un résultat en fait de 3 personnes qui sont en CDI actuellement dans les équipes d'ENGIE Axima. Et donc fort de ce succès, nous redéployons en fait le programme ETAN sur la région Île-de-France et Hauts-de-France. Nous travaillons également sur l'insertion de publics plus jeunes, notamment donc en partenariat avec Média Jeunesse et la métropole de Lyon. Média Jeunesse propose des solutions innovantes à destination de mineurs en panne de projet, essentiellement d'adolescents. Et donc nous avons développé avec ENGIE un projet qui s'appelle Énergie solidaire pour permettre un accompagnement vers la formation puis vers l'emploi
d'une dizaine d'adolescents à partir de 16 ans. Média Jeunesse coordonne l'ensemble du projet. La métropole de Lyon nous aide à sélectionner les jeunes dont ils assurent le suivi au quotidien. Le lycée professionnel Saint-Joseph va assurer toute la partie formation en y intégrant également l'alternance. Engie sensibilise les jeunes au métier de l'énergie et également embauchera à terme les jeunes qui arriveront au bout du parcours. Leroy Merlin est aménageur pour le compte du Grand Lyon dans le cadre d'une concession d'aménagement que lui a confiée la métropole de Lyon. On est au départ propriétaire des 20 hectares de foncier qui sont l'assiette du nouveau quartier. Ce nouveau quartier, on le veut, avec l'urbaniste qui travaille avec nous et l'ensemble des partenaires, un quartier confortable, un quartier où il fait bon travailler, où il fait bon habiter. Et c'est pour ça aussi que le volet social, l'insertion professionnelle a toute sa place dans ce projet. Donc on a réservé 5% des heures travaillées dans les marchés de travaux de l'aménagement que nous engageons sur le projet d'aménagement de Grand Paris. Et puis nous avons étendu ces clauses d'insertion à la construction des magasins Leroy Merlin, Ikea, ainsi que de l'immeuble Fontanelle qui est en cours de construction. Et c'est autant de mètres carrés qui restent à construire pour les années qui viennent et autant de clauses d'insertion à venir d'ici 2025. Nous avons créé une commission de travail qui s'appelle Valeurs en Action. Cette commission a pour vocation, pendant 1 heure, 1 jour, 1 année, d'essayer de travailler avec des jeunes issus du Prado. Nous les plaçons dans l'entreprise, travaillons avec eux. Et nous avons même aussi des entreprises qui ont été créées au sein du CJD et en partenariat avec le CJD qui font travailler le Prado quotidiennement justement pour les aider dans leur insertion. Alors, nous avons été sollicités par la Maison de l'Emploi et la Métropole pour signer la Charte des 1000. En la lisant très rapidement, on s'est aperçu que c'était totalement dans l'ADN du CJD, l'insertion, l'emploi, l'économie au service de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle nous avons relayé la charte. Nous avons eu à cœur de faire signer le plus de membres possible au sein du CJD. À Lyon, nous sommes 40 membres qui avons signé déjà cette charte, mais ce n'est pas terminé. Nous avons à cœur de poursuivre notre action pour la signature par le plus grand nombre de cette charte. Alors pour la table ronde qui suit, je vais demander aux 4 personnes qui participent de venir me rejoindre. Véronique Galdin, Mathieu de Chalut, Pascal Viola et Gilles Pillon. Je vais vous présenter pour démarrer et puis redire un petit peu ce dont nous allons parler, ce dont nous souhaitons parler. Alors, elle a été intitulée « L'insertion où on ne l'attend pas ». Donc, quand on a discuté de cela un peu tous les 4 ensemble, enfin chacun d'entre vous, on s'est dit finalement, est-ce que ça ne voudrait pas dire que dans ce que nous faisons, enfin je parle de vous, dans ce que nous faisons, nous n'aurions pas par hasard identifié des leviers nouveaux, c'est ce que nous allons essayer de voir, qui sont en tout cas des leviers qui font que ça marche. Véronique Galdin, vous êtes DRH du groupe April et directrice de l'université April également. Vous êtes membre du comité de pilotage d'une association qui s'appelle Alliance et Territoire, qui a été créée en 2010, je crois. Et je raconte tout ça parce que ça va nous amener à qu'est-ce qui marche finalement, quelles sont les innovations que vous avez pu identifier. Cette association regroupe 16 entreprises, tous secteurs confondus, toute taille d'entreprise confondue et toutes filières confondues, je crois. En gros, plus ou moins 20 000 salariés, ou plus de 20 000 salariés, me semble-t-il, sur le bassin lyonnais. Donc vous vous êtes engagés tous ensemble dans une démarche de gestion prévisionnelle d'emploi des compétences sur le territoire et avez initié un livre blanc. En faisant cela, vous avez réalisé qu'il y avait des leviers qui étaient des nouveaux leviers d'accélération. Et quels sont-ils? Alors, effectivement, donc, c'est d'abord ce collectif qu'il faut saluer. Parce que c'est assez rare que des entreprises s'engagent, et des RH d'entreprises, avec la MMIE, pour réfléchir en termes de gestion des compétences sur le territoire. Donc c'est vraiment un engagement qu'il faut saluer, parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'on a rejoint donc, ce collectif. Et cette réflexion, elle a mené surtout à poser, au travers du livre blanc, bien sûr, à une réflexion sur les différents axes sur lesquels on allait pouvoir partager avec le territoire et les acteurs de l'insertion,
mais plus largement d'identifier pour nos entreprises quels allaient être les métiers émergents, les métiers en transmutation, et puis les métiers en tension, dont on a déjà entendu parler. Alors il faut, vous parliez tout à l'heure d'innovation en termes d'insertion, il faut rester, je retiendrai le mot du Président, avec beaucoup d'humilité, garder l'humilité. On a cette logique chez Alliance et Territoires d'être 13 regroupés autour d'une conviction de petits pas et de co-construction en inter-entreprise. Et pour une fois, les entreprises, effectivement, se sont mis en action au travers de ce travail de livre blanc, mais aujourd'hui vont porter ce regard auprès des acteurs du territoire pour que, effectivement, tous ensemble, on puisse déjà faire découvrir les métiers en tension, les faire imaginer par les acteurs pour co-construire des parcours de formation et j'allais dire, le vivier de l'insertion est là pour venir effectivement remplir ces métiers en tension. Et je pense que c'est ce collectif, entreprises et acteurs de l'insertion sur tout le territoire, grâce effectivement aux actions de la métropole, qui peut finalement servir ce résultat. C'est la mise en commun d'outils, la mise en commun de structures, la mise en commun d'idées aussi forcément et d'actions, formation, bien évidemment. Combien de personnes depuis l'existence de l'association ont-elles été vers le retour vers l'emploi? Alors là c'est un exemple en termes de notre entreprise auquel j'appartiens qui s'appelle April. On a déjà monté ce type de programme, notamment sur des métiers de la relation client. Mais on a près de 90 personnes qui ont été embauchées et retrouvé surtout un métier. En fait, on parle de développer plutôt des compétences et d'aller chercher les soft skills et les comportements des personnes qui ont envie ensuite d'apprendre un métier. L'entreprise, elle s'est formée à un métier, ce qu'elle ne sait pas forcément trouver ou détecter. Et c'est là que les acteurs d'insertion ont vraiment leur rôle à jouer, c'est d'aller travailler avec nous sur ces profils. Donc si je résume ce que vous avez en tout cas identifié et qui pourrait être considéré comme une innovation, c'est que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin finalement. Voilà, c'est comme ça. Pascal Viola, merci beaucoup Véronique Galdin. Pascal Viola, vous dirigez une entreprise qui s'appelle Alliance. C'est une entreprise qui dispense des formations techniques dans le domaine de la sécurité et vous avez développé un projet en lien avec le Prado, on le voyait dans la vidéo tout à l'heure, le Prado, un foyer de jeunes pour parrainer des jeunes qui sont en décrochage et les accompagner. Vous êtes aussi membre du CJD qui aussi a l'ambition de développer des idées fortes en faveur de l'insertion. Alors on a discuté ensemble et on s'est dit quid des innovations. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme innovation? Et vous avez trouvé, vous m'avez dit, que ce qui devait être nouveau, c'est peut-être le regard que l'on porte, la nouvelle façon d'appréhender l'insertion. Quelle nouvelle pratique, quel nouveau regard porter? On s'était dit aussi que c'était difficile de parler d'innovation, ça dépendait où on part. Si on commence ce soir, on va entendre un tas de pistes innovantes, si on a commencé il y a longtemps. C'était important de le souligner. En gros, c'est vraiment, on est vraiment reparti sur le sens. Est-ce qu'on fait de l'innovation pour faire de l'innovation, mais pourquoi et pourquoi? En un mot et en deux mots. Donc ça part du principe de vraiment intégrer nos parties prenantes dans ce processus. C'est-à-dire, par exemplarité, nous nous sommes investis sur différentes actions, Centre d'entrepreneurs, le Prado, le GREP, un peu plus fort. Et du coup, c'est partager sur cela au niveau de l'entreprise, au niveau de nos collaborateurs, et en parler au niveau du sens. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que tu partages ça? Est-ce que ça t'intéresse de t'investir? Jusqu'à leur donner envie, et jusqu'à ce qu'ils s'intègrent au projet, jusqu'à ce qu'ils le portent, et jusqu'à ce qu'ils se l'approprient. Parce qu'on parle des problèmes de recrutement, on parle des problématiques de trouver des profils rares, il y a aussi la problématique de fidéliser nos collaborateurs. Et ça, c'est un réel moyen de fidéliser nos collaborateurs autour d'un projet de sens. Et ça marche. Merci de m'aider pour la suite. Et ça marche. Non, mais oui, je vais vous tellement aider. de choses à dire, j'essaie de trier, c'est pas évident. Je vais vous demander justement quels étaient les effets vertueux de cette approche, parce que c'est une approche qui, me disiez-vous, marche. En fait, c'est un contrat presque avant le contrat entre le jeune et l'entreprise. Alors c'est un contrat, il y a vraiment plein de parties dans ce contrat, ça part du principe que partager sur le fait vraiment du sens et du pourquoi. La première mission d'être humain, c'est d'être humain, donc en quoi ça consiste? Et une des principales missions d'entreprise, c'est de rayonner sur la cité. Donc comment on fait le melting pot? Comment on s'investit?
Et effectivement, au début de l'insertion, on en fait pourquoi? Pour trouver des profils, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, on sait que les saucissons ne poussent pas dans les arbres, donc du coup, il faut pouvoir se donner les moyens d'eux. Par contre, si on le fait dans ce sens-là, on en attend, et si on n'a pas, on risque une déception. Une des approches que nous on a, c'est qu'en fait, on n'en attend rien, on le fait pour le principe, par sens, et il y a un effet vertueux, c'est qu'au bout du bout, on a des jeunes qui s'investissent, des jeunes qui changent, des jeunes qui deviennent acteurs, on leur explique, parce qu'ils ont, au niveau du Prado, ils ont un passé qui parfois leur a quand même imposé pas mal de défis. Et c'est de leur partager aussi là-dessus, ça va jusque-là, à hauteur de... Au début, ils arrivent, ils n'osent pas parler, après ils nous partagent des choses vraiment formidables. Et c'est de se dire, ben voilà, oui, il y a plusieurs façons de composer avec le passé, il y a plusieurs façons aujourd'hui d'agir. Quel futur tu veux, comment tu veux être acteur. Donc ça, c'est un premier effet vertueux. Après, au bout du bout, effectivement, ils partent avec une formation, une qualification. S'ils viennent chez nous, c'est la cerise sur le gâteau, mais la vraie cerise sur le gâteau aussi, c'est le regard de nos collaborateurs. Je m'en suis rendu compte il y a peu de temps, lorsque Manon, qui gère le projet chez nous, en soirée réseau, on a parlé avec une étincelle dans le regard et voilà, on se dit, c'est pas ce que je venais chercher, mais là c'est gagné. Donc j'en attendais rien, j'ai eu ça et voilà, c'est bonheur. Merci beaucoup, oui, c'est vraiment le regard porté sur votre message. Mathieu de Chalut, vous dirigez Habitat et Humanisme Groupe. C'est un réseau, tout le monde connaît Habitat Humanisme, mais je le redis rapidement, c'est un réseau de 55 associations en France qui a vocation de proposer des solutions d'hébergement d'urgence et ou des logements pérennes et qui accompagne bien sûr des personnes vers un projet de réinsertion. Et au sein de vos actions, vous avez identifié vous aussi des leviers qui, en termes d'innovation sur l'insertion, ont montré leur efficacité, notamment pour les plus fragiles, bien sûr. Quels sont ces 3 leviers? Par quoi ça passe? Quelle est votre innovation? Je ne sais pas si c'est notre innovation, mais en tous les cas, c'est notre ambition, c'est de se dire, voilà, notre mission, c'est bien une mission d'insertion pour ceux qui sont fragiles. Alors nous, notre premier levier, c'est le levier vraiment du logement, de l'habitat. Et en fait, voilà, on s'est dit, il faut absolument qu'on porte cette ambition sur l'emploi, parce que le véritable, ça a été dit, vecteur d'insertion durable. En fait, on s'est dit que nous, on n'était vraiment pas les spécialistes de l'insertion, et je pense qu'on n'a pas vocation à le devenir, mais qu'on avait en fait un certain nombre peut-être de leviers qu'on pouvait utiliser pour mobiliser les gens vers cette insertion-là. Le premier, en fait, c'est savoir en fait exploiter des lieux. Les personnes en fait que nous accueillons, elles habitent dans des logements, et en fait, on avait nous 2 endroits pour les rencontrer. On avait leur logement et le siège d'Habitat Humanisme qui est à Gerland. Et en fait, on s'est dit c'est des lieux qui ne sont pas appropriés pour favoriser la rencontre. Le logement d'une personne, c'est le lieu de l'intimité, c'est pas facile toujours d'y rentrer, même avec des bénévoles, et donc c'est pas forcément toujours satisfaisant. Et puis il y a le siège d'Habitat Humanisme, alors c'est très sympa, mais ça reste quand même un lieu malgré tout un petit peu institutionnel. Et donc en fait, nous on a osé, on s'est dit, on va créer des lieux pour accueillir ces personnes-là, et les accueillir surtout en tant que personnes, résidents Habitat Humanisme ou pas. Ces lieux, on les a appelés les escales solidaires. Elles sont situées dans la métropole de Lyon. Et en fait, c'est un lieu où, avant tout, on dit qu'on accueille tout le monde et qu'on va se retrouver pour des moments de partage et des moments de convivialité. Et on met surtout pas en avant le fait que c'est évidemment un lieu qui sert à favoriser l'insertion, mais justement, en fait, on fait tout pour que ces personnes-là ne se sentent absolument pas dans un parcours d'insertion. Donc c'est un lieu après qui est... On ne dit pas qu'on fait de l'insertion, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire, on n'en parle pas. Voilà, en fait c'est un lieu où on accueille les personnes comme elles sont. Elles sont accueillies principalement par des bénévoles, et ça c'est un levier, un deuxième levier en fait qu'on a chez nous, chez Habitat Humanisme. Et ça veut dire qu'en fait ces personnes, en fait, elles sont accueillies vraiment comme elles sont, et c'est des lieux où on ne sait pas si vous côtoyez en fait un bénévole, un salarié chargé d'insertion professionnelle, ou un locataire ou un habitant du quartier. Et du coup, après, ces personnes-là, on est dans une dynamique pour les mobiliser, et on va en fait leur proposer de faire des choses avec nous. Alors, on fait des choses très simples. On partage un repas, donc on prépare un repas ensemble. Et ensuite, une fois petit à petit, on va créer un lien, et que ces personnes, elles vont finalement commencer à se sentir en fait nécessaires pour l'animation du lieu. Elles vont compter sur elles vont compter aussi pour nous. Ensuite, en fait, dans un troisième temps, on va en fait venir des entreprises qui vont dans ces lieux-là animer à leur tour, pour le coup, des ateliers d'insertion professionnelle avec voilà, toutes les actions qu'on a, enfin certaines des actions qu'on a entendues là ce soir.
Et je pense qu'en fait, le levier là, sur lequel on travaille, c'est le levier de la reconnaissance, c'est-à-dire de la personne qui se sent en fait reconnue et de lui apporter en fait finalement un emploi, parce que c'est bien ça l'objectif, mais avant tout une forme de considération. En tous les cas, c'est ça en fait notre axe. Et puis vraiment, je tiens à le souligner aussi surtout tous les partenariats. Et les partenaires qui sont ici ce soir, j'en profite pour vous remercier, de venir en fait dans les escales solidaires et apporter vos compétences. Moi je suis assez bluffé de voir toutes les initiatives qui existent et de voir en fait comment du coup on arrive à remobiliser ces personnes-là et faire en sorte que le jour J, quand elles arrivent à un entretien, que ce soit pour révéler des talents ou des compétences ou des métiers, en fait le retour qu'on a des entreprises, c'est incroyable, vos candidats ils sont hyper motivés. Donc pas de stigmatisation, même si c'est un petit peu prétentieux de dire que c'est une innovation, parce que c'est pas le sujet, mais en tout cas pas de stigmatisation, c'est aussi quelque chose que voilà, c'est quelque chose que vous mettez beaucoup en avant, c'est un levier. J'insiste sur le mot levier parce que les innovations finalement, il y en a encore beaucoup à trouver, il y en a beaucoup qui ont été énoncées, et je vais vous laisser peut-être Gilles Pillon conclure et nous dire ce que vous retenez des idées novatrices, en tout cas des idées qui marchent et dont on a pu parler ce soir. Qu'est-ce qui, pour vous, à la métropole, doit être poursuivi, accentué, pérennisé? Je crois que les témoignages que je vous ai faits, et tous les témoignages qu'on a vus, je crois que c'est le plus beau reflet de la réalité. Alors, le terme d'innovation est peut-être pas plus à propos, mais en tout cas, je crois qu'il bien ce qu'il veut dire en fait, c'est que tout un chacun, et chacun parmi d'entre vous et d'entre nous, a finalement innové parce qu'il a su sortir de son cadre de référence et il a su aborder en fait les choses différemment. J'entendais tout à l'heure un certain nombre de gens qui nous disaient effectivement il faut que l'entreprise s'engage. Mais en fait c'est un engagement global, c'est un engagement de tous les partenaires, et ce soir c'est parce qu'il y a tous ces partenaires qu'il y a eu de l'innovation et qu'il y en aura demain. Parce que l'innovation, elle est permanente. L'innovation, c'est en fait en permanence être à l'écoute de ce qui se passe et savoir petit pas par petit pas avancer dans le respect des uns et des autres. Alors oui, la métropole, elle a quelque part, on dit des fois un ADN, en tout cas elle a de vraies ambitions en ce domaine-là. Et son ambition, finalement, c'est faire émerger, je dis bien faire émerger des outils d'accompagnement. C'est en fait travailler avec tout le monde pour qu'ensemble, que ce soit effectivement l'État, que ce soit Pôle emploi, que ce soit les entreprises du monde économique traditionnel, que sont les mondes dans l'insertion, que ce soit effectivement l'ensemble des collaborateurs de nos services, et bien qu'ensemble on aille vers ce qui va faire et ce qui va mettre l'activité au cœur du parcours. Et j'entendais tout à l'heure quelque chose que j'avais noté aussi, c'est en fait c'est donner envie. En fait notre job à nous, notre mission, c'est de donner envie. De donner envie aux entreprises de s'engager dans l'insertion et l'emploi, mais c'est de donner envie aux gens qui sont loin de l'emploi à venir près de l'emploi. C'est donc travailler ensemble sur les accompagnements sur le bien-être, le savoir-être, c'est comment je peux avoir envie de retourner vers le marché du travail. Et ensuite, les entreprises vont pouvoir nous aider à redonner de la compétence. Mais déjà, lorsqu'on arrive à ramener les gens proches de l'emploi, on aide l'entreprise ensuite à les mettre dans l'emploi. Et donc, c'est travailler sur ce savoir-être. Alors, je retenais 2-3 chiffres pour montrer effectivement qu'il y a des beaux exemples et qu'il y a quand même des éléments chiffrés. Je regardais par exemple que cette année, c'est 600 personnes qui ont eu accès à une nouvelle offre de services pour travailler sur la fracture du numérique. Parce que ça, c'est important, c'est dire qu'on peut avoir plein d'exemples dans les concrets. C'est 570 parcours innovants qu'on a développés sur le territoire, mais qu'on a développés au travers de 15 projets. Et c'est des appels à projets, donc c'est tout un travail qui est fait avec les structures et avec les territoires et avec les communes. C'est ça qui fait la richesse de notre travail. Et puis ça avait été évoqué rapidement, mais c'est important, c'est qu'effectivement, alors qu'on est une métropole très dynamique, on a des filières en tension. D'ailleurs, on peut se dire que le lien est lié à l'autre. Plus on a de dynamisme, plus on aura effectivement, on est appel pour l'emploi et on a aussi des difficultés. Alors, c'est que sur ces filières-là, c'est ensemble de travailler sur des éléments très concrets qui vont permettre de nous aider effectivement et d'avoir des actions sur l'emploi. Quelques exemples, on parle du numérique, avec la MMI1, on travaille sur effectivement la semaine du numérique.
c'est pas d'aujourd'hui, mais chaque année on s'améliore, chaque année on étend notre réseau et chaque année on apporte un service supplémentaire. On parlait des problématiques de service à la personne, et bien la métropole a travaillé avec ses équipes et avec tout le monde pour mettre en place une plateforme RH, c'est pour aider les entreprises qui sont confrontées à ces réalités-là. Pour montrer qu'il y a effectivement l'humain, mais il y a aussi le côté de l'entreprise. Et puis on parlait de la filière de l'industrie, c'est quand même effectivement 75 000 emplois, c'est 13% quand même des emplois sur le secteur. On sait qu'il y a des tensions importantes, et bien si on arrive à ramener effectivement, à donner envie aux gens d'aller vers ces filières-là, à les démystifier, à leur montrer effectivement qu'il y a des jobs intéressants, on va pouvoir le faire. Puis il y a un chiffre qui est je crois, assez, qui identifie bien tout le travail que tout le monde a fait. C'est qu'en fait, quand on regarde bien, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2015, c'est pas si vieux. On va dire qu'on avait 48% des gens qu'on accompagnait qui arrivaient à un emploi ou une formation longue qui irait vers l'emploi. Eh bien, on est passé à 57%. Et ça, si on a réussi ce gap, parce que c'est important quand on raisonne à ce niveau-là, c'est parce que tous les acteurs s'y sont. C'est parce que les entreprises, effectivement, ont pris conscience que l'insertion, c'est un atout. Je pense qu'il y a quelques années, l'insertion, c'était un poids. Maintenant, c'est un atout. Et tout à l'heure, quand j'arrivais, quelqu'un qui était à la salle me venait et disait mais j'ai une entreprise qui veut signer la charte des 1000. On signait tout à l'heure une charte des 1000. Ça montre bien effectivement l'engagement de tout le monde. Mais ça a été possible parce qu'il y a eu un clé, parce qu'il y a eu effectivement une collègue élue qui a travaillé, parce qu'il y a eu des services, parce que tout le monde était là pour qu'on y arrive. Et quand on pense qu'on a 17 000 personnes qu'on a accompagnées l'année passée, ça veut dire que ça se traduit par des vies humaines, des nombres de personnes, des gens, et pas simplement des emplois, mais des familles, des gens qui retrouvent du bonheur, qui retrouvent l'envie. Et j'entendais tout à l'heure la lueur, lorsque je participe à une session numérique ou autre, où on va remettre des prix de filière effectivement d'accompagnement d'insertion, moi ce qui m'a le plus marqué, c'est que toujours, vous avez 2 ou 3 personnes qui viennent et qui vous disent « j'ai retrouvé l'envie, j'ai retrouvé le plaisir ». Et quand vous avez redonné du plaisir, vous avez redonné pas du plaisir sur une personne, vous avez redonné du plaisir à une famille, et vous avez redonné du plaisir, c'était évoqué effectivement aussi à tout l'entourage professionnel, parce que les gens qui ont aidé effectivement cette personne à retrouver un emploi, en principe, ils ont retrouvé du plaisir et du bonheur, et eux-mêmes sont porteurs du bonheur. Je crois que c'est ça notre réalisation dans l'insertion. Et c'est un bon mot de conclusion. Merci beaucoup, Gilles Couillon. Laisse aller vous rasseoir, merci de vos témoignages. Et on va maintenant passer à la dernière partie de cette soirée. Alors vous avez vu tout à l'heure, petite parenthèse, que pas mal de... J'ai oublié de vous dire que vous pouviez réagir, mais je pense que vous l'aurez compris parce que c'était marqué dans les slides qui étaient derrière moi. Toutes vos réactions, vos questions. On n'a vraiment pas eu le temps de les prendre pour demander à l'un ou l'autre intervenant d'y répondre. Vous m'en excuserez. Ceci étant dit, je pense que ça fait réfléchir peut-être pour ceux d'entre vous qui ont pu les lire, les regarder, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites à travers les questions. Je vais demander maintenant à Jean-Michel Aulas et à David Kimmelfeld de venir me rejoindre pour une petite discussion, pour un petit dialogue entre vous, messieurs. Et je vous laisse vous asseoir parce que vous avez la possibilité d'eux. Et je voulais, avant de démarrer ce dialogue, vous dire, Monsieur le Président de l'Olympique Lyonnais, à quel point, au nom de tous les organisateurs, je crois, vous nous faites un immense honneur d'être avec nous ce soir. Je crois que c'est véritablement un plaisir et un honneur. On est ravis. Jean-Michel Aulas et David Kimmelfeld, j'ai décidé de vous poser à tous les deux les 3 mêmes questions. On va démarrer avec vous, Monsieur Aulas, mais je vais peut-être en dire un petit peu plus au démarrage, parce que s'il y a vraiment un club en France et une personne, vous-même, qui êtes impliqué dans le domaine de l'insertion au travers du sport, bien évidemment, c'est vous et c'est l'OL. Je vais peut-être, avant de vous poser ma question un peu personnelle, parce qu'on a décidé qu'on allait parler un petit peu de vos engagements, et que vous puissiez d'une manière humaine un petit peu incarner tous ces sujets, qu'on ne rentre plus dans les chiffres puisqu'on est dans quelque chose dans un petit dialogue de conclusion. Je vais un petit peu énumérer, vous m'excuserez pour le côté liste à l'après-vert, des engagements de l'OL depuis son existence depuis toujours,
dans le domaine de l'insertion. D'abord un engagement RSE de l'OL lui-même au travers de la Fondation Olympique Lyonnaise qui a été créée il y a 12 ans, qui est dans le domaine de l'insertion par le biais du sport, on l'a redit, la santé, l'éducation, mais l'emploi aussi. Les engagements ensuite externes, mais historiques de l'OL, avec un soutien depuis plus de 20 ans à l'association Sport dans la Ville, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui cherche à insérer des jeunes éloignés de l'emploi au travers du sport, avec la création de terrains de foot en bas des quartiers, avec la création de programmes comme Job dans la Ville, Entrepreneurs dans la Ville, etc. Et puis, il y a eu plus récemment la construction du groupe Amas Stadium, et avec ce groupe Amas Stadium, vous avez créé un véritable presque lieu permanent au cœur du stade, dédié à l'insertion professionnelle, puisque je crois que c'est d'ailleurs une première en France et en Europe même, me semble-t-il. Vous avez créé la Cité des entreprises pour l'emploi, en partenariat avec Pôle emploi, il faut le dire, mais dans cette cité ont été organisés plus d'une cinquantaine de job dating qui ont accompagné et créé 1500 emplois et accompagné plus de 200 entreprises. On peut continuer longtemps, vous êtes aussi impliqué plus récemment dans un projet qui s'appelle Audace, que je trouve génial personnellement, qui est en partenariat avec Veolia et Pôle emploi, soutenu par l'État, la métropole et la région. En gros, c'est une expérimentation qui a pour but de renouveler complètement l'approche du CV et de faire en sorte qu'on ne s'intéresse plus au potentiel des candidats, mais on s'intéresse justement au potentiel des candidats, mais surtout pas à leur diplôme. Donc en fait, c'est un logiciel qui va traduire les expériences des candidats en capacité. Voilà, donc on est dans le 100% égalité des chances, finalement. Et puis, plus récemment, maintenant, on en arrive à la fin de cette liste à l'après-vert, mais je pourrais continuer longtemps le partenariat avec la métropole, puisque vous allez candidater avec Pôle emploi et la métropole à cette fameuse appel à projet 100% inclusion qui est porté par l'État. Alors, dans tout cela, et puis j'ai dû en oublier, Monsieur le Président de l'Olympique Lyonnais, de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui? Non, mais déjà, je suis fier d'être avec vous ce soir, parce que c'est un plaisir. Tout à l'heure, un intervenant disait qu'il est important de donner envie, d'avoir envie. Ben voilà, moi j'avais envie de venir apporter un témoignage avec beaucoup d'humilité, mais aussi, je dirais, une fierté qui est la fierté d'avoir rencontré des gens qui, au gré de leur expérimentation, de leur conviction, m'ont donné envie de pouvoir donner peut-être ce que je n'avais pas donné dans la première partie de mon existence. Et quand on arrive avec un peu d'expérience, un peu d'âge aussi, eh bien on a envie de pouvoir rendre ce qui a été rencontré. Donc j'ai eu la chance de rencontrer deux dirigeants exceptionnels. L'un est là ce soir. Tout d'abord, vous avez parlé de sport dans la ville il y a 20 ans, donc c'est important. Et puis Job est cité il y a 12 ans. Et donc cette rencontre avec Philippe Oudou, qui était extrêmement importante dans l'expression d'un certain nombre de convictions, puis aussi avec Abdel qui est là et qui avec Job et Cité nous a donné envie de faire un certain nombre de choses. Eh bien ces rencontres se sont inscrites dans le temps, et je pense que la fierté d'avoir compris ce qu'il souhaitait exprimer au gré d'un engagement qui est un engagement durable permet aujourd'hui, quand on a un certain nombre de possibilités, et en particulier le groupe Amas Stadium en a été une application pratique, et bien de faire en sorte d'essayer de mettre en évidence ce que l'on a ressenti. Donc fierté, et puis aussi reconnaissance d'avoir rencontré des gens qui, avec leurs moyens, leurs possibilités, fédéraient tout un ensemble de complémentarité au service de l'efficacité. Donc ce dont je suis le plus fier, c'est effectivement d'avoir pu mettre en pratique ce qu'il m'avait expliqué au gré de ces années passées. Merci beaucoup. David Kimmelfeld, la même question finalement. La même question parce qu'on l'a vu depuis 2015, donc la métropole a récupéré les compétences sociales du département du Rhône, notamment. Vous êtes lancé dans une vraie politique active de lutte contre la fracture sociale. Les actions sont très nombreuses. On a vu beaucoup de témoignages aujourd'hui, on a entendu beaucoup de gens nous dire à quel point le soutien de la métropole et toutes les actions que vous mettez en œuvre sont importantes. Quelles sont les actions phares dont vous êtes, vous, le plus fier aujourd'hui? Même question. En fait, très court,
l'idée, c'est de se dire qu'on a quelques convictions, quelques valeurs, et que quelquefois, elles peuvent se traduire de manière concrète. Et voilà, moi j'ai une conviction, j'avais une conviction, je l'ai toujours, c'est que pour faire en sorte que l'on apporte des solutions à l'emploi, il faut faire rencontrer les acteurs de l'insertion et les acteurs de l'entreprise. Et que je suis un ancien chef d'entreprise et on sait tout modestement qu'on ne pouvait apporter des solutions sans le faire avec les entreprises. Et donc ça c'est une conviction, puis cette conviction elle se traduit notamment par ce qu'on vient de dire ici, elle se traduit par les actions de la Maison métropolitaine d'insertion emploi qui favorise, qui accompagne, et qui ne le fait pas seul, qui le fait avec l'ensemble des acteurs, ces rencontres-là. Et ma foi, ces rencontres, elles produisent des effets, quelquefois des effets qui ne sont pas simplement parce que ce serait trop magique de créer un emploi et de faire rencontrer un demandeur, une demandeuse d'emploi avec une entreprise à un emploi, mais elles déclenchent un certain nombre, ma foi, de nouveaux réflexes pour celles et ceux qui, très éloignés de l'emploi, ont perdu quelque part le sens même, bien ma foi, de la vie en quelque sorte, et de redonner ses habitudes, ses réflexes, et donc voilà, ça c'est la conviction. Puis une valeur, c'est une valeur qui est de dire qu'on ne peut pas avoir un territoire qui ne soit pas équilibré, qui ne puisse pas en même temps être un territoire très attractif, très fort économiquement, et qui ne soit pas attentif aux plus fragiles. Et bien fois, l'insertion, elle répond quand même là aux personnes les plus fragiles, fières au moins d'avoir de temps en temps quelques convictions et quelques valeurs qui se concrétisent. C'est pas tous les jours, et c'est pas pour toutes, mais pour celle-là, au moins, on peut en être fier. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et deuxième question à tous les deux. Forcément, tout cela n'est possible que si l'homme est motivé. Alors là, c'est plus au président de l'OL ni au président de la métropole que je pose la question, mais quelle a été quelle est toujours la motivation de l'homme? En quoi est-ce qu'il était important pour vous, personnellement, président de club, ancien dirigeant d'entreprise, président de la métropole, de s'impliquer? Bon, alors je vais reprendre un terme qui a été la base, et c'est la conviction, c'est-à-dire qu'il faut avoir, bien sûr, un sens profond de l'éthique au départ, et puis d'avoir conscience de jouer un rôle au service, bien sûr, de l'intérêt général. Alors, quelquefois, on peut penser qu'il y a des antagonismes quand on parle de football, parce que c'est une économie qui est effectivement très, très florissante, avec plein d'excès. Mais au contraire, je pense que c'est quand on est chef d'entreprise qu'on doit, au travers de ses propres convictions, eh bien, utiliser ce vecteur de l'entreprise. Et l'entreprise, c'est celle qui génère les emplois durables. Et donc, c'est cette conviction qu'en étant entrepreneur, avant d'être entrepreneur, c'est-à-dire à l'Olympique Lyonnais, je suis entrepreneur dans le digital. Et donc, c'est la conviction que c'est l'entreprise qui génère l'emploi, qu'on est dans une économie et dans un mode de fonctionnement où si l'entreprise génère les emplois, eh bien, de manière quasi irrémédiable, l'insertion va participer à cette demande d'emploi. Donc c'est le premier point, c'est la conviction que l'entreprise doit être au centre. Et quand on est un entrepreneur, en plus c'est un entrepreneur qui est parti, je dirais, d'une start-up et qui a grandi, qui s'est développé, qui a créé d'autres entreprises, eh bien on doit être, je pense, à la base de cette envie de créer de l'emploi, et donc au travers de l'emploi de pouvoir mettre en place ces clauses d'insertion. Le deuxième point, c'est le devoir d'exemplarité. Alors c'est tout de suite après la conviction, parce qu'on est d'une manière générale dans une évolution sociale, dans une évolution économique qui est à la base de disruption totale. L'entreprise est florissante et puis d'un seul coup elle disparaît, et puis il y a des nouvelles technologies. Et la disruption qui caractérise le monde qui nous environne est probablement l'un des facteurs les plus innovants pour justement apporter ces espérances en matière d'emploi et ces espérances en matière d'égalité, en matière aussi de recherche, et bien de faire en sorte que tout le monde ait accès à cet emploi. Donc deuxième facteur, c'est ce devoir d'exemplarité qu'on doit avoir, surtout en matière de disruption, parce que la disruption, elle peut être génératrice d'inégalités, mais elle peut être aussi génératrice d'opportunités. Et donc je préfère utiliser ce terme d'opportunité
à d'autres facteurs plus négatifs. Et en matière d'opportunités, on a eu avec le Groupama Stadium un projet qui était un projet fou, mais qui a permis, dans une collaboration aussi avec la métropole, avec la ville, de pouvoir faire en sorte, eh bien, dans un projet qui était privé, d'avoir cette association, et dans les domaines de l'emploi et de l'insertion, c'est la même chose, qui permettait de pouvoir avoir le plus grand, enfin des travaux pratiques absolument extraordinaires, puisque pendant toute la durée de construction, on a généré un petit peu plus de 4000 emplois, ce qui à l'échelle de la métropole est considérable, toujours avec des clauses d'insertion qui ont été largement dépassées et qui ont permis après de dériver sur un projet encore un peu plus important, qui est ce qu'on appelle Wed City, avec eh bien, tout autour la possibilité d'avoir, en liaison d'ailleurs avec Pôle emploi, des ambitions en matière d'employabilité et d'avoir les moyens, parce qu'on est sur des échelles extrêmement grandes, eh bien, d'avoir à ces travaux pratiques des solutions qui sont exemplaires pour les autres. Donc on est dans une phase où effectivement après les 4000 emplois qui ont été générés par la construction, chaque samedi soir ou dimanche soir, que ce soit pour un événement, un concert ou un match, c'est plus de 2000 personnes qui travaillent. Et là, évidemment, comme ce sont des emplois de service, qui ont été d'ailleurs cités par tous les intervenants, on a véritablement la possibilité d'offrir cette opportunité de venir travailler, et dans un contexte qui est facile. Donc voilà, et après, vous l'avez cité, on a essayé de trouver, en matière d'innovation, grâce à des gens très compétents, on va citer tout à l'heure Laurent Arnaud, parce qu'il est aussi très humble et il ne veut surtout pas qu'on le cite, mais c'est vraiment l'acteur formidable de cette grande ambition, c'est de prendre le problème de l'employabilité par d'autres chemins que les chemins traditionnels, et comme vous l'avez expliqué, de ne plus utiliser le CV et les compétences qui ont été réalisées dans une autre histoire, mais de partir des compétences véritablement innées pour les emplois d'aujourd'hui, mais aussi pour les emplois de demain, donc avec une recherche de ce que seront les emplois de demain. Donc voilà, donc l'opportunité d'un Groupama Stadium, qui n'était pas fait pour ça, mais qui devient un laboratoire fantastique de réalisation d'employabilité et d'insertion de manière constante. Merci beaucoup, et il ne faut pas que ça s'arrête là, hein. Apparemment c'est d'ailleurs pas le cas, ça va continuer. Dernière question, David Kimmelfeld, à vous, pour conclure cette soirée. Finalement, la métropole est allée plus loin que les obligations légales. En tout cas, vous avez à souhait d'aller plus loin que les obligations légales. Ça passe aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure à Jean-Michel Aulas, par des motivations qui sont celles de l'homme. Qu'est-ce qui vous paraît fondamental à poursuivre aujourd'hui ? Ce qui me paraît fondamental à poursuivre aujourd'hui dans cette métropole, c'est peut-être me répéter au risque de lasser tout le monde. Mais bon, c'est presque la fin en fait. C'est la fin, ça sera le mot de la fin, ça sera votre dernier mot. Non, dire simplement que ma conviction profonde, c'est que cette métropole, elle a une chance extraordinaire. Elle a la chance d'être une métropole qui a, je crois, du succès au sens où elle attire bien sûr beaucoup d'entreprises. Elle a des filières extraordinaires qui sont extrêmement, fortes, solides, qui reposent sur un socle très fort. On évoquait tout à l'heure l'industrie. On est une métropole avec un taux d'emploi industriel qui est le meilleur en France. Le ratio est le meilleur, et donc on repose sur quelque chose d'extrêmement fort, des socles extrêmement forts. Et bien sûr, on va continuer cette attractivité-là, je crois. Mais pour continuer cette attractivité, il faut qu'on puisse être dans une métropole la plus équilibrée possible. Et une métropole la plus équilibrée possible, c'est une métropole qui, dans le même temps, est attentive aux plus fragiles. Les plus fragiles, c'est pas simplement les plus pauvres, c'est les plus jeunes, les plus anciens, celles et ceux qui sont frappés de handicap, et c'est celles et ceux aussi qui aujourd'hui cherchent un emploi et sont très éloignés de l'emploi. Alors on n'a pas eu le temps de le dire ici, mais il y a bien sûr des actions qui sont faites avec les entreprises, mais il y a aussi un certain nombre de personnes très très éloignées de l'emploi qu'il faut d'abord et avant tout aider, accompagner à une reconstruction. On évoquait tout à l'heure, je crois à travers les stands, celles et ceux qui
font ce qu'on appelle un accompagnement psychique. C'est un grand sujet aujourd'hui pour celles et ceux qui sont très éloignés de l'emploi. Nous étions hier à la métropole avec une association qui accompagne celles et ceux qui sont très loin de l'emploi, et on voyait les incidences sur la santé des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Et l'ensemble de ces sujets, cette métropole qui est très attractive, eh bien, elle a un devoir de solidarité. Et l'ambition qu'on peut avoir ensemble, c'est de porter et de continuer à porter cette métropole très attractive, mais qu'elle soit aussi, bien évidemment, la plus solidaire. Et je pense qu'on sera à un équilibre qui sera intéressant pour l'ensemble de ses habitants et de ses habitantes. Je crois qu'on pourra en être collectivement fiers. Merci beaucoup, merci à tous les deux.